De l'homme. Selon que l'on adhère à la théorie créationniste ou évolutionniste, la définition d'un homme est relativement différente. Les premiers y voient une création divine, dotée d'une âme ayant un but sur terre, une créature faite à l'image de Dieu. D'autres y voient un simple mammifère, un primate, bipède, doué d'une certaine forme d'intelligence qui le différencie des autres singes. Dans les deux cas, l'homme reste une créature aux caractéristiques qui ne le différencient pas énormément d'un grand singe sans poils. Comme la plupart des autres mammifères, le génome mâle hérite du chromosome X de sa mère et du chromosome Y de son père. La femelle principalement du chromosome X, l'Y étant absent. C'est dans la 8e semaine, lorsque le chromosome Y intervient, que les gènes féminins arrêtent de se développer pour que le chromosome devienne un homme. Si le chromosome Y est absent, l'embryon continue à se développer en tant que femme. Le fœtus masculin produit de plus grandes quantités d'androgènes et de plus petites quantités d'oestrogènes qu'un fœtus féminin. Cette différence de quantité relative de stéroïdes sexuels est largement responsable des différences physiologiques qui distinguent les hommes des femmes. Au cours de la puberté, les hormones, qui stimulent la production d'androgènes, entraînent le développement de caractères sexuels secondaires, qui amplifient les différences visibles entre les sexes. Cependant, il existe des exceptions à ce qui précède pour certains hommes intersexes, dont l'anatomie sexuelle atypique, androgyne et transsexuelle. La peinture, j'ai fait de l'électricité nautique sur les bateaux en plein hiver avec du câblage comme ça. J'ai fait électricité aussi en bâtiment, tout plein de trucs. Son mode de vie à l'état naturel ne diffère pas trop de celui de certaines tribus de singes, et certains singes ont des capacités extraordinaires, comme la femelle gorille Coco, mondialement connue pour comprendre 2000 mots anglais et maîtriser 1000 gestes de la langue des signes américaine. En ce qui concerne les rapports sexuels, on a même observé des singes pratiquer la position du missionnaire, alors que l'on disait jusqu'alors que seul l'humain la pratiquait. Il en est de même pour le rire qui était considéré comme le propre de l'homme, jusqu'à ce que l'on finisse par admettre que certains animaux pouvaient rire, dont le singe. Des mâles. On peut distinguer plusieurs catégories typologiques de mâles. Les alphas, les bêtas, les omégas, les gammas, les sigmas et les zétas. Chacun ont leurs qualités et leurs défauts. Le mâle alpha est un mâle sûr et maître de lui-même. Il fait les choses dans son propre intérêt. Il a confiance en lui et dans tout ce qu'il entreprend. Il ne laisse pas son jugement et son esprit logique se laisser submerger par des doutes. La présence, le charme et l'attitude de l'alpha sont appréciés par presque tout le monde. Les femmes sont généralement attirées par leur charisme, leur beauté et leur comportement. Les alphas sont sociables et apprécient d'être entourés. Ce sont des leaders nés. Le mâle bêta est un timide introverti qui manque de confiance en lui. Il est constamment écrasé par le doute et l'insécurité. Il n'ose pas s'investir par peur de l'échec. Il est apprécié des gens, mais d'une façon condescendante, et les femmes les placent automatiquement en friend zone, ou alors s'en servent comme utilitaires, extracteurs, accumulateurs, distributeurs de ressources. Le mâle bêta a peur du jugement des autres et se sent nerveux dans les situations d'interaction sociale. C'est le drone travailleur idéal apprécié des patrons. Le bêta est un suiveur né. Oméga. C'est l'opposé du mâle alpha, mais dans le bon sens. Comme l'alpha, l'oméga a confiance en lui. Il est intelligent et il a un sens du charisme. Mais à la différence de l'alpha, il est indépendant. Il n'a besoin de personne. Et il est émotionnellement indépendant grâce à son contrôle total de lui-même. Il ne fait confiance à quasiment personne et n'a qu'un cercle très restreint de relations intimes. L'oméga n'est pas intéressé par les autres. Il ne cherche pas non plus à les commander. Il se contente de se guider lui-même. On les retrouve généralement célibataires endurcis et parfois encore chez leur mère à 40 ans. Gamma, c'est l'homme invisible. Il n'y a rien de spectaculaire en lui. Il ne fait pas remarquer sa présence. Les gens l'apprécient, les femmes aussi. Mais il n'y a rien de particulièrement remarquable ni de mémorable en lui. Il est juste là. Il n'est ni un leader, ni un suiveur né. Mais selon les situations, il peut s'adapter et prendre le rôle de l'un ou de l'autre. Sigma.
C'est le maître de la manipulation. Il possède un esprit intuitif et il peut faire ce qu'il veut des gens. Il n'a pas les caractéristiques du mâle alpha ou de l'oméga, mais malgré cela possède une présence intelligente et les gens le respectent. Selon les situations sociales, il peut être beaucoup plus puissant que les alphas et les omégas grâce à l'habileté de les persuader et de les manipuler. Ce n'est ni un leader, ni un suiveur, mais une sorte de joker. Le zeta. Il est hors norme. C'est un mix de l'alpha, de l'oméga et du sigma, une sorte de super-héros. Du machisme au XXIe siècle. À l'époque, quand les hommes travaillaient durement pour pourvoir aux besoins matériels de leur famille et que les femmes ne travaillaient pas encore à l'extérieur du foyer, il était logique que la femme participe à sa façon en s'occupant de la maison et des enfants. Le mari, en rentrant d'une dure journée de labeur, n'avait plus qu'à se restaurer et se reposer auprès de sa douce épouse pour être en forme afin d'être d'attaque le lendemain. Aujourd'hui, dans notre société moderne égalitaire, ce comportement est difficilement défendable. Dans une société où la femme occupe un emploi à temps plein, équivalent à celui de son compagnon, à l'extérieur de la maison, qu'elle a les mêmes contraintes que lui, qu'elle est en compétition avec des hommes dans son activité professionnelle, qu'elle rapporte un revenu au foyer, il n'est pas équitable d'attendre d'elle qu'elle s'occupe seule de l'entretien du foyer et des enfants. Pourtant, des hommes attendent de leur compagne qu'elle se comporte de la même manière que leur grand-mère le faisait 2 ou 3 générations en arrière avec leur mari. Ils se comportent comme de vrais machos, mais sans en avoir la stature ni les responsabilités qu'avaient leurs arrière-grands-pères. Le chevalier blanc. Ignorant d'être victime du syndrome de Stockholm, le phénomène psychologique que certaines victimes masculines éprouvent pour leur bourreau, la femme, il les idéalise et en tombe amoureux. Une sorte de réflexe pavlovien qui met l'homme automatiquement en mode infériorité et soumission en présence de femmes, dans l'espoir subconscient d'être bien perçu par elles et espérer ainsi obtenir une gratification sexuelle ou de la reconnaissance. Cela, sans qu'elles n'aient besoin de fournir le moindre effort, ni qu'elles aient rien demandé. C'est un homme qui surestime la valeur des femmes sans raison. Un homme qui dit « oui, ma chérie » à tout ce qu'elle peut dire ou faire. Il joue les machos devant ses compagnons masculins, mais qui, une fois en présence de sa femme, il rampe devant elle. C'est une bite montée sur pattes. Il cherche à satisfaire les désirs sexuels de sa partenaire avant les siens. C'est un type qui cherche à séduire une femme qui a déjà 2, 3 ou 4 enfants, chacun de pères différents et qui pense que cette fois-ci c'est la bonne, la femme de sa vie, qu'il a enfin gagné le jackpot. C'est aussi un type qui veut se battre avec un autre homme parce qu'il considère que celui-ci parle mal des femmes ou aux femmes, et considère qu'il est dans son devoir en tant que chevalier blanc d'intervenir, de corriger le malotru afin de le forcer à les respecter. Il voudrait qu'elles soient respectées comme des personnes vertueuses, des petites princesses, alors qu'en fait, elles sont rouées comme des putes et se comportent comme des petits loupards avec les hommes. Un type qui se la joue macho, macro, grand séducteur devant les autres hommes, mais qui, une fois seul avec une femme, il gaspille pour elle son temps et son argent, lui dit qu'il est fou amoureux d'elle. Mais la fille profite de sa naïveté et abuse de lui, et il continue. Le chevalier noir. C'est l'opposé du chevalier blanc. Il se décrit comme antiféministe et relève tout défi des féministes, hommes comme femmes, avec le logos pour démonter point par point en quoi le féminisme est, selon son point de vue, une hérésie. À la différence du chevalier blanc qui défend les femmes, qui qu'elles soient ou quoi qu'elles puissent faire, juste pour le principe qu'elles ont des parties génitales femelles, le chevalier noir, lui, ne trouve pas d'excuses aux femmes. Il ne recherche pas leur approbation, ni leur faveur. Il fait son chemin, mais sans jamais se soumettre à l'idéologie féministe dominatrice. Il ne se sacrifie jamais pour une femme, alors que le chevalier blanc est prêt à tout faire pour gagner ne serait-ce que l'attention ou la reconnaissance d'une femme, même si celle-ci n'est pas en détresse. On retrouve beaucoup de chevaliers noirs parmi la communauté des pick-up artists, les artistes de la séduction. Ce sont les bad boys, les mauvais garçons, des hommes immoraux, souvent ce sont des criminels, des délinquants, quelqu'un qui, généralement, n'obéit pas aux règles ni aux lois de la société. Ils profitent et traitent mal les femmes. Le comble, c'est qu'elles en redemandent, comme si elles étaient victimes du syndrome de Stockholm, elles aussi.
Ils peuvent paraître misogynes ou haineux envers les femmes. Ils sont peut-être antiféministes et tenir des propos et donner des arguments ou avoir des comportements antiféministes. Mais ils restent quand même dans le système de la chevalerie, au service des seigneurs, et ils rêvent tous de kidnapper la princesse de son mari. Ils aiment être en compagnie de femmes. Ce système chevaleresque n'a pas toujours été si mauvais pour l'homme. Le fait de récompenser les hommes vaillants qui s'engageaient dans la voie de la chevalerie pour protéger la communauté contre les brigands ou les envahisseurs avait son utilité, ou pour lutter pour une cause. Mais le système actuel est tellement différent et corrompu de sa fonction première. Qu'être de nos jours un chevalier blanc ou noir n'apporte plus rien de vraiment positif à un homme. Dans les deux cas, il sert la femme et le système, qui profiteront de lui d'une manière ou d'une autre. À notre époque, les femmes n'ont plus besoin des hommes pour les protéger. Elles peuvent le faire elles-mêmes ou compter sur Big Daddy. Elles veulent jouer dans la cour des grands, être en compétition avec les hommes sur leur propre terrain de jeu. Mais comme elles sont inadaptées au monde masculin, elles veulent faire changer les règles pour qu'elles puissent avoir un avantage sur les hommes et avoir une chance de gagner. Cela passe par la féminisation des hommes et la masculinisation des femmes, afin de créer un équilibre qui permette aux différents genres de lutter à armes égales, les uns contre les autres. La plupart des MGTOW préconisent de sortir du paradigme chevaleresque, de s'éloigner du système d'exploitation des hommes, qu'il vaut mieux être un ronin, un renégat, un barbare, un guerrier, un moine, un mage ou un aventurier, plutôt que de chercher à protéger ou à kidnapper la princesse. Qu'il y a d'autres causes plus nobles que de s'intéresser à elle, à commencer par soi-même. Voici la lettre d'une jeune femme à son compagnon, qui est passée du camp des chevaliers blancs à celui des chevaliers noirs. Tu ne me rapportes plus de fleurs, tu ne me chantes plus de chansons d'amour, tu ne m'adresses presque plus la parole quand tu rentres le soir à la maison. Je me souviens d'une époque pas si lointaine quand tu rentrais en vitesse pour me faire l'amour, et que tu détestais devoir me laisser seule à la maison. Maintenant, après avoir fait l'amour, à n'importe quel moment, tu me tournes le dos, quand tu as fini de prendre ton plaisir sans te soucier du mien, et tu te sens bien, tu éteins juste la lumière et tu t'endors. Tu me parlais de projets d'avenir ensemble, tu ne le fais plus. Tu ne fais plus le ménage ni la vaisselle, tu laisses traîner tes affaires par terre. Et mon bébé, je me souviens quand nous avions des moments de fous rires ensemble. Tu m'avais appris à aimer, et maintenant tu m'ignores. J'aurais aimé que tu m'apprennes à te quitter, mais je ne le peux pas car je t'aime trop. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39,45, elle pense taille de chaussures.